Cosmos ne peut pas être l'explication à ce mystère. Les gens ont vu une forme lumineuse qui est restée présente pendant plusieurs minutes et sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être les débris d'une fusée pénétrant dans l'atmosphère. Les débris de fusée ne sont visibles que quelques secondes. Ils laissent des traînées derrière eux et se déplacent à des vitesses différentes dans l'atmosphère. La présence de Cosmos 2238 explique peut-être le fait que des témoins disent avoir vu un ovni volant à haute altitude le 31 mars 1993. Mais elle ne peut pas expliquer les témoignages les plus troublants. L'immense triangle noir volant à basse altitude près des bases militaires plus tôt cette nuit-là. Des centaines de témoins ont appelé la police, les bases militaires et le ministère de la Défense. Beaucoup d'autres ont préféré garder le silence sur cet événement étrange. Estelle Burridge fait partie de ceux-là. Elle est passée devant la base de Shawbury à environ 22 h le 30 mars. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vu dans le ciel. Je marchais depuis environ 2 kilomètres quand j'ai aperçu des lumières dans le ciel qui venaient de ma droite. J'ai cru que c'était des éclairs, mais en regardant mieux, j'ai remarqué que ces lumières brillantes faisaient un bruit de câbles électriques. C'était une sorte de crépitement, comme des bourdonnements. Alors je me suis dit que ces lumières appartenaient à un seul et même appareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces lumières? On aurait dit un objet triangulaire qui envoyait des signaux réguliers. C'était éblouissant, et en voyant toutes ces lumières, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la première fois que je voyais une chose pareille, et je n'en ai jamais revu depuis. La description d'Estelle concorde avec d'autres témoignages relevés plus au sud. Un objet triangulaire noir et immense, volant à basse altitude et pouvant atteindre des vitesses incroyables. Beaucoup d'éléments rendent cette histoire d'OVNI différente de celle que Nick Pope a étudiée jusque-là. Entre autres, la fiabilité des témoins. Une bonne partie des témoins est classée dans la catégorie spécialiste, qui comprend les militaires et les officiers de police. Ces personnes expérimentées se sont confiées à lui parce qu'il fait partie du ministère de la Défense. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'elles aient ressenti le besoin de le dire. Généralement, les militaires ou les membres des forces de l'ordre hésitent à parler d'OVNI par peur du ridicule. L'inspecteur Gary Esseltine est un spécialiste réputé en matière d'analyse des témoignages. Il a participé entre autres à l'enquête sur les attentats terroristes du 7 juillet 2005 à Londres. Après avoir étudié les différents témoignages des officiers de police, il en conclut qu'ils sont à la fois factuels et crédibles. Les officiers de police ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Alors s'ils disent avoir vu quelque chose et qu'ils insistent pour se faire entendre, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans leur rapport. Ils ont l'habitude de faire des déclarations, d'illustrer les choses de façon chronologique, comme s'ils étaient devant un tribunal. C'est dans la nature des officiers de police. On peut dire que c'est un club très sélectif et une fois que vous y êtes entré, vous avez une réputation à tenir. Vous ne devez jamais insister sur quelque chose si vous n'êtes pas parfaitement sincère. Parce que si jamais ce n'est pas vrai, vous vous faites crucifier par vos collègues. Tous les témoignages clés rassemblés par Nick Pope concernant la nuit du 30 mars 1993 se trouvent dans le dossier de l'affaire. Un rapport qui contient un nombre de témoignages fiables jamais atteints par Nick Pope. Parmi ces témoignages figurent ceux de 2 officiers de la base militaire de Cosford, en service la nuit du 30 au 31 mars 1993. Voici un extrait de leur déclaration.
Le 31 mars 1993, j'étais en patrouille sur Liming Road, près du parking, quand j'ai vu deux lumières brillantes au-dessus du terrain d'aviation. Les lumières se déplaçaient à très grande vitesse en direction du sud-est à une altitude d'environ 300 mètres. Elles avaient une forme circulaire et n'émettaient pas de rayons. Elles étaient de couleur blanc cassé et toutes de la même taille. Je suis sorti de la voiture, mais je n'ai entendu aucun bruit de moteur. Une légère lueur rouge est apparue au moment où les lumières ont disparu à l'horizon. Les officiers ont immédiatement contacté les bases aériennes et les centres de contrôle aérien des alentours pour découvrir ce qui pouvait correspondre à ce qu'ils avaient aperçu dans le ciel. Enfin, il n'y avait aucun appareil à proximité à ce moment-là. Nick compare ces données avec le témoignage d'un civil qui se trouvait près de la base au même moment et découvre qu'il correspond parfaitement à ce qu'ont vu les officiers de la base. Des lumières blanc cassé correspondant à la description de l'objet volant à une altitude de 250 à 300 mètres. Tout concorde. Un autre témoignage surprenant arrive sur le bureau de Nick. Celui-ci provient de la base aérienne de Shawbury, située à 32 km de celle de Cosford. Le témoin est météorologue. L'appareil s'est déplacé rapidement de la base de Cosford à celle de Shawbury. Il a été vu par le météorologue de service et d'après sa déclaration, il a vu les lumières venir vers lui. Elles passaient au-dessus du terrain d'aviation et volaient probablement à plusieurs centaines de kilomètres par heure, une vitesse largement supérieure à n'importe quel avion. Il a dit que les lumières étaient étroites comme des rayons laser et d'après lui, elles cherchaient quelque chose au sol. Il travaillait comme météorologue depuis 8 ans et il n'avait jamais rien vu de pareil. Un météorologue de la base de Shawbury, deux officiers de police de la base de Cosford. Des hommes qui ont l'habitude de voir passer des avions au-dessus de leur base. C'est généralement grâce à ce genre de personnes que Nick parvient à résoudre les mystères concernant les objets inconnus. Mais ce qu'ils ont vu la nuit en question n'a rien de comparable à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Nick Pope doit déterminer s'il y avait ou non quelque chose au-dessus des bases militaires. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, on peut parfaitement savoir ce qui traverse notre ciel. On a les réseaux des installations radars civiles et militaires et on a le radar d'alerte avancé de la base de Fylingdales. Le centre de contrôle aérien central de Londres à West Drayton a clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury. David Clark, chasseur d'ovnis, pense détenir l'explication. Si vous regardez le dossier du ministère de la Défense, vous allez voir que le radar du centre de contrôle a relevé la présence d'un avion à l'heure où l'objet a été repéré. Les résultats qui sont revenus du centre de West Drayton montrent qu'ils ont clairement identifié un avion au-dessus de la base de Shawbury à l'heure exacte de l'incident. C'est écrit noir sur blanc. À 2h40 du matin, un avion survolait la base de Shawbury. Donc, cet ovni a probablement communiqué avec la tour de contrôle. Ce document décrit l'activité aérienne la nuit en question. Je m'étais adressé au centre de contrôle aérien pour savoir ce qui avait traversé notre espace aérien cette nuit-là. On avait toutes les données du centre et on pouvait donc les comparer avec nos témoignages. Cette ligne est intéressante parce qu'elle parle d'un avion qui a survolé Shawbury. Mais on a relevé une information importante dans les 3 derniers chiffres, c'est-à-dire l'altitude. Cet avion volait à plus de 6000 mètres.
Cette altitude ne correspond pas au témoignage des officiers de la base de Cosford, ni à celui du météorologue de Shawbury. Ils disent avoir vu l'OVNI à environ 300 mètres d'altitude. Une différence beaucoup trop importante. Il est très difficile, voire impossible, de décrire avec précision un avion volant à 6000 mètres d'altitude. À 300 mètres, en revanche, un grand nombre de personnes, et surtout de militaires qualifiés, seraient capables d'identifier un appareil connu. Ces témoins n'auraient jamais risqué leur réputation en signalant la présence d'un OVNI avant d'avoir éliminé toutes les explications possibles. Nick sait parfaitement qu'un avion de ligne volant à haute altitude ne peut pas expliquer les différents témoignages à travers tout le pays, sur une période de 5 heures. Mais les solutions commencent à manquer. Nick Pope n'a plus qu'une seule piste possible. Ce mystérieux objet pourrait-il être un prototype top secret dont même le personnel des forces aériennes ignorerait l'existence? La Grande-Bretagne teste des prototypes à longueur de temps. Mais en général, on sait où nos propres engins sont testés. Si on avait pris l'un de ces prototypes pour un OVNI, on nous aurait discrètement fait comprendre de ne pas chercher plus loin. Ces prototypes, ou projets noirs, comme on les appelle, sont souvent à l'origine des apparitions d'OVNI. Avant d'être révélé au grand public, le bombardier furtif B-2 et le chasseur bombardier F-117 avaient été pris pour des OVNI. L'extrême discrétion autour du développement et des tests des prototypes militaires alimente la théorie de ceux qui veulent croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais Nick Pope n'en fait pas partie. Il profite donc de son poste privilégié au sein du ministère de la Défense pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Le gouvernement britannique a-t-il testé un prototype au-dessus des bases aériennes de Cosford et Shawbury la nuit du 30 mars 1993? La réponse qu'il a obtenue est non. Ce qui ne laisse qu'une solution possible. Est-il possible qu'un gouvernement étranger ait fait voler des prototypes dans l'espace aérien britannique sans permission? Pendant des années, il y a eu des rumeurs disant qu'un avion supersonique secret du nom de Code Aurora aurait été testé par les Américains au-dessus du Royaume-Uni. On a fait une demande auprès de l'ambassade américaine. L'affaire a même été traitée devant le Parlement et on a obtenu des réponses. Aurora n'a jamais existé. Mais Nick préfère vérifier encore une fois. En avril 1993, près d'un mois après l'apparition du mystérieux objet dans le ciel, il entre en contact avec de hauts dirigeants américains. Il espère découvrir s'ils ont organisé une opération secrète dans le ciel britannique. Mon chef de département a écrit à l'ambassade américaine pour savoir s'ils avaient fait voler un appareil qui pourrait expliquer les événements du 30 mars et les rumeurs concernant Aurora. La réponse reçue par Nick est des plus surprenantes. Apparemment, les Américains veulent également savoir si les Britanniques n'ont pas mis en œuvre un nouveau projet noir. Nick comprend que les Américains mènent leur propre enquête sur les événements du 30 mars. En 1993, Nick Pope fait tout ce qu'il peut pour résoudre le mystère de l'objet volant non identifié. Il a posé toutes les questions possibles et à tous les niveaux, que ce soit auprès des citoyens ordinaires ou de témoins expérimentés. Il a examiné les enregistrements des radars et des satellites. Il s'est même directement adressé au gouvernement britannique et américain. Finalement,
il découvre que pendant qu'il menait son enquête, les Américains faisaient également des recherches sur d'éventuelles apparitions d'OVNI. Officiellement, les Américains sont sortis de la course aux ovnis en 1969, quand le projet Blue Book a été dissous. Le document qu'on a reçu soulève un élément intrigant. Il dit « Souvenez-vous que ma requête précédente était motivée par une question de notre attaché militaire à Washington, cherchant à savoir si le Royaume-Uni avait des projets noirs en cours. » Ce qui veut dire qu'alors qu'on demandait aux Américains s'ils avaient envoyé des prototypes secrets dans le ciel britannique, les autorités américaines menaient également une enquête sur des ovnis et cherchaient à savoir si le Royaume-Uni pouvait expliquer ce qui avait été vu. Le dossier complet de l'enquête conduite par Nick Pope nous a été transmis. Mais il manque une copie de la lettre envoyée par les Américains. Le ministère de la Défense ne nie pas l'existence de la lettre, mais ne peut pas expliquer sa disparition du dossier de Nick Pope. Mais en 1993, les attributions de Nick Pope sont claires. Il n'a pas été engagé pour chasser les ovnis, mais pour protéger le pays des menaces extérieures. Mon travail n'était pas de prouver l'existence des extraterrestres. Il consistait à étudier les différents rapports que je recevais concernant les ovnis et apporter la preuve qu'ils ne représentaient aucune menace pour le pays et qu'ils n'étaient donc pas de la responsabilité du ministère de la Défense. L'objet mystérieux qui a traversé l'espace aérien britannique en passant au-dessus de 2 bases militaires n'est jamais revenu. Cet incident n'est donc pas considéré comme représentant une menace pour la sécurité du pays. Au grand désespoir de Nick Pope, l'affaire est classée. Il doit rédiger son rapport final. Et comme dans l'affaire de Rendlesham, beaucoup de questions restent sans réponse. Type d'appareil, inconnu. Origine de l'appareil, inconnu. Objectif des occupants, inconnu. Après avoir éliminé toutes les pistes envisageables, Nick se retrouve face à une conclusion dérangeante. Les événements de cette fameuse nuit pourraient-ils être une véritable rencontre du troisième type ? Ian Morrison, directeur de l'Observatoire de Jodrell Bank, est à la tête d'un projet de recherche sur une intelligence artificielle appelée SETI. Les ovnis sont très intéressants. Ça signifie objets volants non identifiés. Et il y en a énormément. C'est ça le problème. La vraie question est-ce qu'un ovni est une navette spatiale extraterrestre? Mais d'après moi, aucune navette de ce genre n'est venue sur Terre jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est très difficile, mais pas impossible. Pour être honnête, je suis même sûr que le jour où on entrera en contact avec des extraterrestres, ce sera par ce biais-là, et pas par des envois de signaux à travers la galaxie. Nick Pope quitte son poste au secrétariat 2A en 1994 pour un autre poste au sein du ministère de la Défense. Il a fait son travail en relevant et en analysant tous les événements susceptibles de menacer la sécurité du pays. Mais il n'a pas trouvé l'explication rationnelle qu'il aurait souhaitée. Depuis, cette affaire ne quitte plus son esprit. J'ai mené cette enquête avec l'esprit très ouvert. Je voulais résoudre cette affaire comme toutes celles sur lesquelles j'avais enquêté. Mais au bout du compte, j'ai dû admettre qu'aucune des solutions habituelles ne faisait l'affaire. C'était une sorte d'appareil d'origine inconnue. Je ne sais pas ce que c'était. Nick Pope vit avec le sentiment désagréable que l'affaire s'est terminée à son départ. Mais officiellement, il ne pouvait rien faire. Heureusement, grâce à la récente loi sur la liberté d'accès à l'information, les éléments de l'enquête de Nick Pope ont pu enfin être révélés. Au milieu des différents documents se trouve un dossier secret. Un résumé de son enquête
écrit pour et approuvé par les supérieurs de Nick Pope. C'est du jamais vu dans les dossiers top secrets du ministère de la Défense. Il est dit, en résumé, il semblerait qu'il y ait des preuves qu'un objet ou des objets non identifiés d'origine inconnue aient survolé le Royaume-Uni. C'est probablement le plus éloquent des comptes rendus officiels sur une affaire d'OVNI en Grande-Bretagne. Des personnes importantes ont attesté les preuves de la présence d'un objet volant non identifié. Ces personnes sont les supérieurs de Nick Pope, les plus hauts placés au sein du ministère de la Défense. Et elles ont confirmé par leur signature qu'il s'agissait bien d'un OVNI. Les recherches de Nick ont été méthodiques et méticuleuses. Et il sait désormais que son enquête a été prise très au sérieux par le gouvernement et l'armée. La fiabilité des témoins et les preuves qu'il a rassemblées ont convaincu ses supérieurs. Elles l'ont convaincu, lui. Il est passé du camp des sceptiques au camp des croyants. Était-il d'origine extraterrestre? Quand on pense à la vitesse et aux manœuvres de l'engin, qui sont bien supérieures à tous les appareils connus, ce sont des preuves troublantes qui vont dans ce sens. Ce n'était pas une mauvaise appréciation d'un objet ou d'un phénomène ordinaire. Ce n'était pas un prototype secret. C'était un véritable ovni, quelque chose d'inconnu. Est-ce qu'il pouvait être extraterrestre? Bien sûr. Quel que soit l'objet qui a traversé le ciel britannique la nuit du 30 mars 1993, il n'était pas seulement non identifiable, mais également indéniable.